nous intéresserons cette année à l'histoire de Lunel, ville de Petite Camargue, entre la voie domitienne et la Méditerranée. Nous parcourons l'histoire de Lunel au fil du temps, en compagnie de Martine Biard, historienne, et de façon originale, au travers du regard croisé de plusieurs générations de Lunéloises, de mémoire et d'expérience. Martine Biard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de formation, mais spécialisée en poétique contemporaine. Vous avez mené des recherches sur l'évolution des structures scolaires au Maghreb et au Proche-Orient. Vous êtes poète, écrivain dans des genres très divers, formatrice en communication et j'en oublie certainement. Martine Biard, quel est le point commun entre toutes ces disciplines? Qui êtes-vous exactement? Bon, alors je pense que d'abord ce qui me caractérise, c'est que je suis une universitaire. Donc à ce titre, j'ai fait des études à Montpellier dans 2 disciplines différentes qui sont les lettres, puisque d'abord j'ai commencé par faire des classes préparatoires au lycée Joffre à Montpellier avec Hippocagne et Cagne. J'ai eu à cette époque-là d'ailleurs quelqu'un qui est un professeur qui m'a beaucoup marqué, qui était une femme, elle s'appelle toujours Anne Tessier-Henspinger. C'était quelque chose, enfin c'était absolument quelqu'un d'admirable. Et Elle a déterminé votre goût pour le maintien de votre carrière d'historienne finalement. Pas d'historienne, parce que là, elle était professeure de lettres, mais elle m'a appris à être rigoureuse. Et à partir du moment où on a la rigueur et la méthode et des objectifs, à condition de travailler, on y arrive. Alors ensuite, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Mogard et aussi un autre professeur d'histoire qui s'appelait Monsieur Gensling, qui sont 2 professeurs d'histoire qui m'ont beaucoup marqué. Monsieur Gensling parce qu'il avait une façon très analytique et personnel et passionné de raconter l'histoire, et Monsieur Mogard parce qu'il avait une vision synthétique de l'histoire sur la longue durée. Je crois que l'apport de ces 2 professeurs a été déterminant aussi. Et donc ces 3 professeurs ont sans doute beaucoup encouragé le fait qu'ensuite je suive des études universitaires à la faculté Paul Valéry, à la fois en lettres modernes et ensuite en histoire. Je me suis spécialisée ensuite et ça m'a permis de faire donc un travail en poétique contemporaine avec un poète contemporain qui s'appelle Jacques Gasque et ensuite à me spécialiser en histoire moderne, c'est-à-dire l'histoire de la Renaissance jusqu'à la Révolution de 1789 et particulièrement sur la communication, c'est-à-dire les postes et les messageries en Languedoc, puisqu'à l'époque le Languedoc c'était le Haut Languedoc avec Toulouse et le Bas Languedoc avec Montpellier, comme aujourd'hui l'Occitanie, donc une des provinces les plus vastes du royaume. C'est eux qui d'ailleurs votaient l'impôt, tellement ils étaient puissants. Et ces postes et messageries donc m'ont amené à travailler sur la communication et à m'intéresser en particulier à Michel Serres. Ensuite, je commence à enseigner. Je fais partie des gens un peu... déjà à la faculté Paul Valéry, on m'appelait l'aigle de tête, et après, au niveau de l'académie, j'étais un cas, parce que j'avais 2 contrats définitifs donc d'enseignement. Voilà. Donc j'ai enseigné pendant 9 ans le français, et puis ensuite j'ai enseigné que de l'histoire-géographie sur aujourd'hui quelque chose comme 33 ans de carrière. Une vocation importante, l'enseignement dans mon cas, et ce goût de la transmission. Ensuite, j'ai poursuivi une formation sur Paris. Là, je me suis plus particulièrement formée à tout ce qui était technique du management et de la communication. Et c'est là... On sort de l'histoire, là. Alors, on sort de l'histoire, mais par contre, on ne sort pas des milieux catholiques, puisque c'est l'époque où je rencontre Max Cloupet, qui est le grand patron de l'enseignement catholique à Paris, et qui va
sur recommandation, me confier un certain nombre de missions, et en particulier en relation avec l'OIEC. Et le fait d'être en relation avec l'OIEC va me permettre d'avoir mes entrées à l'UNESCO, où je rencontre Marc Gilmer. Et c'est comme ça que je vais me retrouver en train de faire des recherches, aidée par une dame qui était documentaliste à l'époque, qui s'appelait Madame Noa Zouzou, et qui a été très très gentille à l'UNESCO avec moi. Elle m'a fourni beaucoup d'informations. Et ensuite, c'est comme ça aussi qu'avec l'OIEC, je m'en vais en voyage d'études au Sénégal et étudier les structures et le système éducatif donc au Sénégal. Donc là, on touche à l'Afrique noire, alors que jusque-là, je m'étais plutôt intéressée à tout ce qui concernait les systèmes éducatifs en Afrique du Nord, donc au Maghreb et au Proche-Orient. Voilà. Effectivement, une vie bien remplie. Vous venez de sortir votre dernier ouvrage. Qu'est-ce que vous en avez écrit plusieurs avant? Oui. Alors bon, j'ai écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages dans des genres très divers. Différents, voilà. Je suis ce qu'on appelle un auteur polygraphe, parce que au départ, l'écriture, ça vient avec la poésie. Donc, je commence à écrire de la poésie à l'âge de 14 ans. Ensuite, la poésie va me conduire au roman, parce que je rencontre un élève en école de journalisme qui va me dire, mais de toute façon, si tu continues à n'écrire que des poèmes, tu vas pas toucher beaucoup de public. Ça serait mieux que tu écrives des romans. Le problème d'un poète quand il écrit des romans, c'est qu'il écrit toujours des romans assez courts. C'était le problème de Gide d'ailleurs, qui disait « j'arrive pas à écrire des romans parce que moi quand j'écris un roman, il est toujours très court. J'ai une écriture finalement très 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 dense, enfin trop dense pour être un romancier. » Mes études m'ont amené à rédiger donc des rapports, des mémoires de recherche, des comptes rendus d'enquête, des choses comme ça. Et ça conduit assez rapidement à produire un travail donc de recherche historique. Alors revenons à ce dernier ouvrage, Femme de Lunel en Petite Camargue. Il est paru il y a 15 jours à peu près. Et il va nous servir de fil conducteur finalement pour toute l'émission. Alors, quel genre de femmes trouve-t-on dans cet ouvrage ? Alors d'abord, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des femmes de tous les âges,
c'est-à-dire pas seulement une classe d'âge, ce qui aurait pu être une tentation, parce que c'est vrai qu'en interviewant des femmes d'âge mûr, on a plus de chances de recueillir des informations que si on interroge des petites jeunes filles. Mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'est le regard croisé sur la ville. Donc en fait, il y avait cette part de sensibilité, d'émotion, de découverte aussi de la ville qui m'intéressait, c'est-à-dire mettre en lien à la fois des femmes qui avaient vécu longtemps à Lunel et qui avaient des choses à dire par rapport à cette ville, et d'autres qui au contraire avaient un regard neuf, un regard de quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui a tout à découvrir. Et donc j'ai bien fait attention à ce que tous les âges soient représentés, et sur les 2 tomes par exemple qui vont être accessible en 2018-2019, il y a une jeune fille par exemple de 17 ans, mais aussi une dame qui a 97 ans. J'ai travaillé sur la mémoire vivante, c'est intéressant aussi ce type de rencontre, et puis ça me semblait intéressant également de recueillir encore tous ces souvenirs vivants. Par exemple, quand j'ai interrogé la dame qui a 97 ans, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était marié et mère de famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui a vécu en 42, vraiment la guerre à Lunel en direct. Et ça, c'est précieux quoi, d'avoir ces témoignages, parce que on sait que après, ça sera perdu sinon. Et elles ont parlé facilement, ces femmes, il a été facile de les trouver. Il y en a beaucoup que vous avez interviewées. Alors, dans le premier tome là, qui vient de paraître, il y a 18 femmes qui ont été interviewées. Dans le deuxième tome, il y en a autant. Et ensuite, il y a le travail aussi des préfaciers. Le premier tome a été préfacé par Max Brunel, qui est l'historien de référence sur Lunel. Et ensuite, le deuxième tome a été préfacé par Monsieur Faure, qui est un monsieur qui est natif de Lunel et qui est par ailleurs écrivain et qui s'est spécialisé par exemple dans tout ce qui concerne la Camargue, et en particulier l'histoire des vieilles familles camarguaises, puisqu'il a consacré par exemple un de ses ouvrages à Fanfone Guillerme. Voilà. Alors il faut dire que c'est une originalité, que ça n'avait jamais été fait, ces interviews. Que des femmes s'expriment à Lunel, non, ça n'avait jamais été fait. Alors peut-être parce que tout simplement elle n'avait pas eu l'idée de le faire, peut-être aussi parce qu'on est quand même dans le milieu de la Camargue, que ce milieu de la Camargue est très masculin et en plus voire très machiste, c'est-à-dire que on est quand même dans des territoires là encore très latins, avec des pater familias qui encore ont de l'autorité et qui peuvent influer sur justement le cours des événements et des vies des femmes qui sont dans leur entourage. Il y a par exemple des femmes qui n'ont pas pu participer parce que encore leur mari ou leur entourage masculin n'a pas voulu qu'elles s'expriment dans le cadre familial. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, alors qu'elles étaient censées représenter justement leur famille. Mais jusqu'à une date récente, jusqu'en 2018, donc, il y a des familles où on pense que c'est à l'homme d'avoir finalement la parole, ou en tout cas le droit de donner justement une image de ce qui se vit dans son entourage.
Martine Biard, revenons donc à l'objet de l'émission, à l'histoire de Lunel. Et je crois savoir qu'au début c'était un pays, une terre marécageuse, donc un peu inhospitalière. Comment se fait-il qu'une population ait eu l'idée de s'implanter là ? Alors, je crois qu'au départ, ils n'étaient pas directement à Lunel dans les limites de la commune que nous connaissons aujourd'hui. Parce que la commune que nous connaissons aujourd'hui, c'était des marécages, c'est tout. Et encore aujourd'hui, quand dans les années 70, on a fait des travaux à l'intérieur de Notre-Dame-du-Lac et qu'on a un peu creusé pour voir qu'est-ce qui se passait dessous, on s'est aperçu qu'il y avait quand même 8 mètres de limon, qui montre bien que justement, on est sur des zones où il y a beaucoup d'eau. Et en plus, à Lunel, en plus des marécages, nous avons beaucoup de sources. Ce qui fait qu'il y a, en fait, il y a de l'eau partout. L'eau, elle est à 1,50 m, en fait, des terres. Il y a le Vidourle aussi qui est pas très bas. En plus, nous avons juste à côté, effectivement, le Vidourle, qui est célèbre pour ses vidourlades, qui sont des espèces de crues saisonnières, dû au phénomène cévenol, donc les grandes pluies d'automne, au moment des équinoxes en général. Et puis on retrouve aussi ces grandes pluies de printemps, moins abondantes, mais qui peuvent aussi entraîner des inondations quelquefois. Les gens ne sont pas implantés là directement. Non, on retrouve en revanche des fouilles. En faisant des fouilles préhistoriques, on retrouve quand même un habitat dans des grottes, et en particulier à Lunel-Viel, où là, il y a vraiment des fouilles archéologiques préhistoriques qui ont été faites et qui ont permis justement de repérer un habitat dès le Paléolithique. Preuve que quand même cette région était giboyeuse et qu'on pouvait y trouver aussi bien du gibier d'eau à cause justement de ces fameux marécages que dans les coteaux des bois et donc un gibier aussi assez abondant, quoi. Ce qui fait que finalement cette terre qui au départ a l'air quand même très inhospitalière, avec des moustiques, avec très probablement des fièvres, Donnez facilement de quoi manger. Donne facilement à manger, voilà, à cause du gibier et de la pêche aussi, hein, voilà. Et alors après, ce qui se passe, c'est qu'on a les Celtes aussi, dont on repère un habitat sur les coteaux. Et à Lunel, ce sont les Celtes arécomiques qui se seraient installés donc sur les coteaux et qu'on retrouverait sur le site d'Ambrosum. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, nos ancêtres celtiques s'installaient plus facilement sur les hauteurs, donc sur les collines, dans les massifs, etc. Alors que les Romains, eux, avaient plutôt tendance à suivre les plaines côtières ou fluviales. Les Romains, on les trouve donc dans les zones basses, tandis que les Celtes, on les retrouve dans les hauteurs. Il y a eu des travaux d'assainissement ou d'assèchement des marais qui ont été faits par les moines. Alors, près de Lunel, justement, nous avions à la fois l'abbaye de Maguelone, qui va permettre d'assainir tout le secteur de Moguio. Moguio qui est à l'origine de la ville de Montpellier. Et nous, à Lunel, nous avions l'abbaye de Psalmodie, qui se trouve du côté donc du Gros du Roi et d'Aigues-Mortes, et qui, alors là, rassemblait des moines qui ont eu un rôle très important puisqu'ils ont permis d'assainir justement les marécages et de faire des travaux de défrichement. Ce qui fait que toutes ces zones qui étaient au départ pas très favorables à l'homme le sont devenues petit à petit, et ces moines ont fait un gros travail pour faciliter aussi les communications. Vous avez parlé des Celtes, vous avez parlé des différentes communautés. On appelle Lunel la petite Jéricho. Pourquoi donc ? Alors, cette fameuse Lunel petite Jéricho, ça viendrait d'une implantation d'une communauté juive qui, ayant fui la véritable ville de Jéricho, laquelle avait été justement réduite à néant en 70, aurait traversé
la Méditerranée, et soit par le port de Latte, soit par le port de Saint-Gilles, nous serait arrivé donc à Lunel et se serait implanté à Lunel. Et c'est comme ça qu'ils auraient appelé leur communauté la petite Jéricho, parce qu'eux-mêmes étaient des survivants de cette ville, qui est une des plus anciennes villes citées dans l'Ancien Testament. Et cette communauté très, très savante a permis justement à Lunel d'avoir un rayonnement d'emblée très important et est à l'origine donc de l'école juive de Lunel, qui au XIIe et XIIIe siècle avait une réputation aussi brillante que les écoles juives de Narbonne et de Béziers. Finalement, qu'est-ce qui permet de situer le niveau de l'origine de Lunel? Est-ce hébraïque, est-ce celte? Qu'est-ce qui permet de répondre à cela? Donc on se retrouve avec effectivement une communauté juive implantée à Lunel dans les années 70, c'est-à-dire au 1er siècle. Ensuite, à la même période, on sait qu'il y a en Brossomme les Celtes et très probablement les Romains, puisque c'est le moment où les Romains s'établissent en mettant en place tout un circuit d'échanges grâce à la voie domitienne, et également grâce à un relais de poste qui est effectif et efficace à Ambrossomme grâce à la construction du pont d'Ambrois, lequel pont d'Ambrois avait quelque chose comme une quinzaine d'arches. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Et qui permettait de traverser le Vidourle. Est-ce que ce sont ces éléments qui ont fait que les gens qui avaient commencé à s'implanter sont restés et ont créé une communauté stable? Alors, très probablement, oui. Après, il y avait également au IXe siècle des seigneurs à Lunel-Viel qui eux avaient à faire face à la fois aux rivalités qui sont coutumières pendant les premiers âges de la féodalité, mais qui aussi avaient affaire à des raids d'envahisseurs barbares et pillards, des invasions du IXe siècle. Alors au IXe siècle, on a par exemple les Hongrois qui nous arrivent de l'Est, qui descendent la vallée du Rhône et qui envahissent le Languedoc. Donc on est concerné. Ensuite, vous avez également les Sarrasins qui ont tendance à piller les côtes, à passer par le littoral italien et ensuite à venir justement dans le midi de la France. On a également la crainte des Vikings. Les Vikings qui ne se sont pas contentés d'être dans les mers du Nord, qui ont continué de descendre les côtes de l'Atlantique, qui ont remonté les fleuves et qui sont ensuite passés en Méditerranée. Et nous avons donc à ce moment-là tous ces barbares qui continuent là au IXe siècle d'être redoutables. Et c'est pour ça que se mettent en place des zones fortifiées en général sur les hauteurs, et quand on ne peut pas avoir une hauteur naturelle, on la crée en faisant la motte, la fameuse motte féodale. Voilà. Et les seigneurs de Lunel-Viel vont décider qu'ils déménagent à 6 km plus loin et s'établissent donc à Lunel dans leur nouveau château qui serait aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, à l'emplacement de l'école Henri de Bornier, près du presbytère donc actuel. Et là, il y a une enceinte qui se met en place. Et du coup, la communauté juive, elle, se retrouve hors les murs. Mais comme aussi la maison des Templiers, sur la place actuelle des Caladons, et comme aussi, du coup, Notre-Dame, l'église paroissiale, qui à l'époque s'appelait l'église Sainte-Marie ou l'église Notre-Dame, comme beaucoup d'églises au Moyen-Âge qui sont dédiées à la Sainte Vierge. On sait que le site d'Ambrossomme est un site un peu mythique. C'est le site phare de l'histoire de Lunel.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait des fouilles? Qu'est-ce que ça nous a apporté comme connaissance? Alors, nous avons eu, heureusement, des gens très passionnés qui se sont intéressés au site d'Ambrossum. Nous avons par exemple le docteur Marignan qui va mettre en place justement toute une équipe d'ouvriers qui vont être payés par un riche viticulteur de Galargues-le-Montieu. Et ensuite, ça c'est au début du XXe siècle. Et ensuite, dans les 20 dernières années du XXe siècle, il va y avoir le gros travail aussi de Jean-Luc Fiche et les récits qu'il en fera sur ce site d'Ambrossum qui finalement a été offert par la famille Bénédite, la famille de Georges Bénédite, qui était un archéologue et un conservateur au musée du Louvre à Paris et qui était natif de Nîmes et dont la famille avait un château à Villetel. Tout ça, c'est des communes voisines de Lunel, Galargues-le-Montieu, Villetel. Et tous ces gens, apparemment, étaient des passionnés d'archéologie. Et c'est ce qui a fait que ce site, aujourd'hui, pas livré sans doute toutes ses richesses, mais nous apporte beaucoup de connaissances. Je vous propose donc, pour la prochaine fois, de voir comment on est passé finalement, comment a évolué le sens de la recherche historique la prochaine fois, et puis de continuer notre balade au fil du temps. Merci. La prochaine fois, donc, on parlera plus précisément des effets des recherches du docteur Marignan et aussi du contexte qui faisait qu'on s'est intéressé justement à l'archéologie, alors que jusque-là, c'était quand même un domaine dans lequel on n'avait pas eu vraiment l'occasion de s'aventurer. Et ça peut être aussi intéressant de comprendre justement l'évolution des mentalités. Bien, je vous remercie beaucoup, Martine Biard. Et je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, en octobre. Merci beaucoup, Martine. Merci et au revoir à tous nos auditeurs.